page 2, vous avez obtenu la page 2 en double-cliquant sur la page 2 dans la palette des pages. Page 2, vous avez testé, vous avez remonté le bloc de gauche. Vous avez vu que c'est comme des vases communicants. Le texte coule à un certain moment. Même, il n'y a plus assez de place pour être vu en entier. Il y a le petit signe plus qui apparaît. Ça veut dire qu'il y a du texte en excès. C'est ça les petites erreurs qu'on voit ici en bas à gauche sur la page, sur la fenêtre du document en bas à gauche. Les erreurs, c'est quand on a notamment du texte qui n'apparaît pas parce qu'il n'a plus la place pour se mettre. Voilà. Donc actuellement 7 erreurs. Si je redescends le bloc ici, bien sûr, à un certain moment, tout le texte apparaît. Il ne déborde plus du deuxième bloc. Il n'y a plus que 6 erreurs. Ça veut dire qu'il y a 6 autres endroits où il y a des problèmes dans le document. C'est ce qu'on appelle le contrôle en amont. C'est-à-dire avant d'imprimer, avant de lancer les machines, on a l'occasion de vérifier s'il y a des problèmes. C'est InDesign qui peut le faire pour vous. Bien. Ok. Alors, le texte est chaîné. Écoutez, on peut voir comment on fait du chaînage de texte. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant. Donc, quand vous sélectionnez le bloc ici avec la flèche noire, vous sélectionnez le bloc de gauche, vous voyez sa porte de sortie qui est là. La petite flèche qui sort. L'autre bloc, là au-dessus, il a une porte d'entrée. Bon, sur la porte de sortie, ici, vous pouvez cliquer une fois avec la flèche noire. Une deuxième fois, parce que vous voyez apparaître la chaîne cassée. Voilà. Et vous avez cassé le chaînage. Donc le texte n'est plus que dans le premier bloc. Donc j'annule pour vous montrer. Avec la flèche noire, je sélectionne le bloc de gauche sur la page 2. Je clique sur la porte de sortie qui est là, c'est la flèche qui pointe vers la droite là. Je clique une fois. Voilà. Une fois que j'ai cliqué une fois, il y a une chaîne cassée qui apparaît, mais je clique une deuxième fois et on a cassé le chaînage. Donc tout le texte ne se retrouve plus que dans le bloc de gauche et il est forcément en excès. Il n'y a pas assez de place dans le bloc de gauche pour tout montrer. Voilà, vous avez enlevé le chaînage. Vous avez un bloc ici à droite qui est non chaîné, celui de gauche aussi. Voilà. Comment casser un chaînage? Mais maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on en fait un chaînage. C'est ce qu'on va voir. Voilà, pour faire un chaînage, c'est simple. On prend le premier bloc, on le sélectionne. On clique sur la petite croix rouge qui indique qu'il y a du texte en excès, ou pas d'ailleurs. S'il n'y a pas encore de texte dans le bloc, c'est juste un carré blanc. On clique sur lui. Et puis on va survoler, sans enfoncer le bouton à souris bien sûr, on va survoler n'importe où l'autre bloc. Et on clique, et voilà, ça chaîne. C'est du chaînage de texte. Le chaînage de texte peut se faire d'une page à l'autre, sans problème, page de gauche vers page de droite, et page de droite vers page de gauche suivante. Ou pas page de gauche qui n'est pas nécessairement la suivante. Il peut y avoir des publicités qui sont insérées entre des blocs chaînés. Vous savez, dans les magazines, on met des publicités au milieu d'un article, par exemple, des publicités pleine page. Donc voilà, le chaînage de texte, c'est pas mal. Mais au deuxième quadrimestre, on verra un peu plus le chaînage de texte. Vous allez travailler sur un document qui est ce qu'on appelle un document en flux continu, qui sera moins intéressant graphiquement pour faire des magazines et des publications brochures, mais plus intéressant pour faire des rapports d'entreprise, des dossiers de production, des dossiers pour obtenir des subsides européens, etc. Des documents qui peuvent être très longs. Vous allez voir que normalement, maintenant, si on vous demande de faire dans 3 jours un document de 600 pages, on vous fournit le texte, mais on vous demande de faire la mise en page d'un document de 600 pages, il est probable que ça va vous poser un peu de problème. En connaissant le système du flux continu et des réglages d'automatisation de mise en page dans InDesign, c'est possible de faire un document de 600 pages en 3 jours sans problème. Vous voyez? Mais là, on n'est pas dans le même genre de document. Ici, on est plutôt dans un document de type un peu magazine. Bien, alors voyons un peu. Sur la page 2, je trouve ce titre qui n'est pas génial, parce qu'en plus, il est différent des autres. Tiens, voyons un peu. Quel est le premier grand titre qui arrive dans le document, après la page 2? Bon, je pourrais agrandir les vignettes pour mieux voir. Hein. Ben, on dirait que sur la page 6, il y en a un. Je vais double-cliquer sur la page 6. Sur la page 6, en effet, il y a un titre qui est là. Il n'est pas génial, hein, il doit encore être modifié. Hein. Ah, il est numéroté en plus. C'est une numérotation automatique.
Sur la page 6, il y en a un. La page suivante qui contient un titre, c'est la page 18. La page 18 contient un titre également. C'est le deuxième du document, le deuxième titre de ce type-là, deuxième titre de premier niveau, on va dire, ou grand titre, on pourrait l'appeler grand titre aussi. Page 20, il y en a encore un. Page 22, il y en a encore un. Voilà, quand il est en deux lignes, c'est vraiment pourri, il faudra régler ça. Mais en tout cas, voilà, techniquement, on a sur 4 pages dans le document des titres de même style. Voilà. Quel est le style d'ailleurs ? Bon, ben écoutez, quand vous êtes sur une des pages, là, par exemple la 22, vous pouvez prendre l'outil texte et aller cliquer n'importe où dans le bloc. Et puis aller dans le menu texte en haut de l'écran, demander style de paragraphe. Vous avez fait apparaître la palette des styles de paragraphe, donc. Et en ayant le curseur texte n'importe où dans ce paragraphe, parce que les titres dans InDesign sont des paragraphes, on a un titre qui termine par une balise hashtag que vous voyez quand vous êtes en affichage normal. Bon, c'est l'équivalent d'une balise de fin de paragraphe, en fait. Hein. Même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On voit que il utilise le style titre de premier niveau. Ça veut dire que les 4 titres gris qui sont dans le document là, je pourrais les modifier d'un coup. Leur dimension, leur couleur, la police, tout pourrait être modifié d'un coup. C'est le principe du style, bien sûr. Hein. Ceux qui connaissent les logiciels de mise en page un peu savent que ça fonctionne toujours comme ça, les styles. Par contre, sur la page 2, on a le titre qui, visiblement, a été fait complètement différemment. Voilà, je suis de retour sur la page 2 et on va voir si on sait régler le problème. Bon, voyons un peu ça. On va peut-être simplement... Il n'y a même pas de problème de bloc à modifier, là. Je veux dire, si le fond du bloc ici avait été en couleur, tout ça, on aurait pu utiliser un style d'objet, menu fenêtre, style d'objet. On aurait pu utiliser un style d'objet parce que je sais que pour les blocs qui contiennent du titre, voilà, il y a un style d'objet qui est utilisé. Ah, mais il contient déjà aussi le style de paragraphe. Génial. Écoutez, faites ça. Faites ça. Écoutez, au départ, j'allais vous dire simplement ça. Regardez. J'allais vous dire simplement, prenez l'outil texte et appliquez n'importe où. Vous mettez le curseur n'importe où pour que InDesign sache que vous travaillez dans ce paragraphe. Et appliquez le style titre de premier niveau. OK. Sauf que, et là j'annule, il se trouve que les blocs qui contiennent les titres, les grands titres, on a fait un style pour eux. Et dans le style du bloc, il y a le style du paragraphe qui est inclus. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un style imbriqué en quelque sorte. Donc à partir de là, je pense que le plus simple pour arriver à modifier ça, c'est déjà de sélectionner le bloc tout simplement. Sélectionner le bloc avec la flèche noire. Allez voir la palette des styles d'objets. C'est menu fenêtre, style d'objet. Et appliquer le style d'objet qui s'appelle titre en début de page. Et du coup, vous avez votre contenu là qui prend le bon style de paragraphe. Et en plus, il est centré dans le bloc verticalement, vous voyez. Ok. Ça a fonctionné chez vous, d'appliquer le style d'objet titre en début de page. On peut aller voir un peu à quoi ça ressemble. Vous allez double-cliquer sur le nom du style ici. Ça va faire apparaître la palette de modification du style. Donc on voit le nom du style ici, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Les options de bloc, où est-ce qu'ils sont? Options d'ajustement de bloc, bon. Ici, voilà. Les options d'ajustement de bloc, ça peut être intéressant, ça. Est-ce que c'est indiqué dedans? Non, c'est pas indiqué là, c'est pas grave. Ah, option générale de bloc de texte, oui, c'est pas, j'étais au mauvais endroit. Option générale de bloc de texte, oui, c'est là qu'il est indiqué normalement ici. Voilà que quand on met du texte dans un bloc, il se met au centre, en vertical. Bon, on est d'accord, le texte colle sur la gauche, mais ça c'est le centrage horizontal, il est pas centré, il est collé à gauche. Par contre, verticalement, il est centré, et c'est là que ça se fait, c'est ce qu'on appelle la justification verticale, c'est les options du bloc. Autre chose d'intéressant ici dedans, c'est les styles de paragraphe. Il est indiqué que d'office, le bloc doit utiliser le style de paragraphe titre de premier niveau. Ben, c'est ce qu'il a fait. Quand on a appliqué le style d'objet,
il a modifié les paramètres du bloc, il a fait en sorte que le texte soit centré verticalement, et en plus il a appliqué au texte le style titre de premier niveau. Alors on peut faire un petit test, on peut mettre une couleur de fond au bloc, ça va être moche sans doute, mais on va tester ça. Donc ici, vous êtes en train de modifier les options de style d'objet de titre en début de page. Bon, je peux cliquer sur OK. Normalement, je vous montre, quand on modifie un style, que ce soit un style de paragraphe, de caractère ou d'objet, on le fait en n'ayant aucun élément qui est activé. Donc voilà, par exemple, vous pouvez cliquer sur OK dans le style pour sortir de l'édition du style. Vous pouvez cliquer à côté de la page, rien n'est activé. Et vous allez double-cliquer sur titre, pas sur titre de premier niveau, c'était dans les styles d'objet. Vous allez double-cliquer sur titre en début de page. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est mettre une couleur de fond au bloc. Donc, couleur de fond au bloc, fond ici, oui, évidemment. D'accord, ça marche? Couleur de fond au bloc. Ce serait bien d'avoir la case aperçu cochée, comme ça vous allez voir derrière sur la page déjà le bloc en train de se modifier. Tous les blocs du document qui utilisent le style d'objet, dont le nom est ici, vont se modifier d'un coup. C'est ça l'intérêt des styles. Voilà. Donc case aperçu cochée, je suis en train de modifier le fond et vous pouvez aller choisir une des couleurs ou en créer une en double-cliquant ici sur la case fond par exemple. Voilà. Alors, notez que le document il est fait en RVB, c'est ce que Adobe préconise depuis une quinzaine d'années. Faites vos documents en RVB, parce que ceux qui vous disent, si vous avez eu des profs dans le secondaire, de faire le document en CMJN, vos images en CMJN, c'est des profs qui ont étudié dans les années 90, mais les choses ont un peu changé. Maintenant, on travaille en RVB. Il est probable que, peut-être, je ne sais pas, les profs qui vous disent de travailler en CMJN ne sont même pas au courant que des CMJN, il en existe des dizaines de différents. Donc déjà, quand on vous dit de travailler en CMJN, il faut vous préciser lequel. Donc, mais ici, on va travailler en RVB. Je pense que quand vous double-cliquez sur la case fond ici, ça vous propose d'office de faire une couleur RVB. Et pas CMJN. CMJN, c'est là. Oui, encore mieux que le RVB, c'est le LAB, mais ça, c'est encore une autre histoire. Il faut maîtriser la gestion des couleurs. Donc voilà, je vais faire une couleur ici. Une fois que j'ai trouvé la couleur qui me plaît, vous savez qu'on peut modifier l'intensité lumineuse de la couleur avec la touche majuscule en bougeant n'importe lequel des trois curseurs. D'accord? Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Ok, et voilà, vous avez la couleur en question qui va être accessible, on peut la sélectionner. Et on voit déjà ce que ça donne derrière. Ok. Bien. Alors, on ira la modifier après, s'il faut. Un truc qui serait bien, c'est, étant donné que maintenant le bloc a la couleur de fond, ce serait d'éloigner le texte de la partie gauche, ici du bloc. Comment est-ce qu'on fait pour éloigner le texte, pour lui mettre une marge? Il y a deux manières. Soit on met une marge à l'intérieur du bloc, soit sur le style de paragraphe, on lui dit il doit commencer pas au début, il doit être décalé un peu vers la droite. C'est le retrait à gauche, là. Donc, essayons en modifiant le bloc, éventuellement. Alors, option générale de bloc de texte. Vous avez les marges ici. On va casser la chaîne parce qu'on veut juste modifier la marge de gauche, pas les autres. Donc, c'est dans les options générales de bloc de texte. Voilà. Et on va aller augmenter la marge de gauche. On va voir si ça fonctionne. Oui, on dirait que ça fonctionne. On arrive à déplacer le contenu. Voilà, ok. Et si vous allez voir maintenant sur n'importe laquelle des autres pages qui utilisaient ces blocs texte, vous voyez que vous avez... c'est indiqué, voilà. Ah tiens. Il y a un petit problème, c'est pas normal qu'on ait de la césure sur les titres, c'est moche.
des mots coupés, la césure. On va les modifier ça. Mais est-ce que vous avez réussi à modifier sur toutes les pages l'aspect de ces titres? Oui. Alors, c'est moche, quoique, quand on fait un document, pour un certain usage, évidemment, toujours, il faut aller voir qu'est-ce qui se fait d'habitude dans la profession, le public cible du document, qu'est-ce qu'il a l'habitude de voir d'habitude comme document. Et peut-être que c'est ce genre de choses que vous allez trouver. Par exemple, si vous faites des brochures pour un parc animalier qui vise les enfants, c'est le public cible, même s'ils viennent avec leurs parents, bien sûr, mais peut-être que vous allez voir des trucs moches au niveau de la mise en page. Mais en fait, c'est quand même peut-être plus sympa qu'une mise en page sobre et stylée qui s'adressera plutôt à des adultes. Faut voir. Vous voyez, donc, c'est ça qui n'est pas évident aussi en mise en page, c'est qu'il y a le côté technique, utiliser le logiciel pour arriver à mettre les choses en place. Il y a l'autre côté technique, du côté de l'imprimeur. Il faut que ce que vous avez fait dans le logiciel puisse s'imprimer correctement et que ça ne commence pas à foirer. Et puis, il y a les habitudes de mise en page. Qu'est-ce qui se fait d'habitude que pour le public cible que je vise? Est-ce qu'on utilise des couleurs flashy? Est-ce qu'on utilise des couleurs ternes? Est-ce qu'on utilise des fonds de bloc? Est-ce que les titres sont mis comme ça? Quelle est la dimension des titres par rapport aux sous-titres? Quelle est la police habituellement utilisée? Enfin, voilà. Donc, analyser le marché avant, évidemment. Bon. Est-ce que vous avez remarqué que sur une de vos pages, vous avez éventuellement une coupure de mots comme ça? Typiquement, peut-être sur la page 6. Page 6, il y a une coupure de mots. C'est pas génial. Donc, on va modifier le style de paragraphe. C'est pas dans le style de l'objet du bloc conteneur que ça va se faire, évidemment. Ça concerne le paragraphe, la coupure de mots. Donc, même chose, hein, je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné, et je vais aller modifier le style de paragraphe. Paragraphe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la mise en page, je précise ici, la palette style de paragraphe. La palette style de paragraphe arrive systématiquement, quasiment tout le temps, avec la palette style de caractère attachée à elle. N'utilisez pas la palette style de caractère pour modifier la totalité d'un titre ou d'un paragraphe. On utilise plutôt le style de paragraphe pour ça. La palette style de caractère, c'est quand on veut modifier un mot ou plusieurs mots dans un paragraphe. On veut qu'ils apparaissent différemment, on veut qu'ils soient en gras, qu'ils soient en italique. Ça, c'est la palette style de caractère. Mais donc, vous n'allez pas l'utiliser souvent. Vous allez utiliser plutôt les styles de paragraphe. Je précise parce qu'on voit des gens qui font des mises en page, même dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, il y a des gens qui n'ont pas bien étudié InDesign et qui font ça comme boulot, ils font des mises en page. Et pour faire une mise en page sur tout un paragraphe, ils utilisent des styles de caractère. C'est du n'importe quoi. Quand on récupère parfois un document comme ça, on se demande de quelle planète ça vient. Ok, donc j'ai cliqué à côté, tout rien n'est sélectionné, c'est toujours plus pratique. Je vais double-cliquer sur titre de premier niveau pour modifier le style titre de premier niveau. Alors bien sûr, on a les différentes choses qui apparaissent là. Format de caractère de base, la police, la taille. On est en optique, systématiquement, que vous soyez dans Illustrator, Photoshop, InDesign, passez en crénage optique. Ça veut dire que le logiciel va régler pour chaque paire de lettres, il va régler l'espacement pour que les mots fassent bloc, pour que les mots, on n'ait pas l'impression qu'il y ait des trous entre certaines lettres. Vous pouvez tester si vous voulez, vous allez voir. Si on passe de optique à métrique, qui est ce que InDesign vous propose d'office, vous allez voir que le titre change un peu, les lettres bougent un peu. Très peu ici. C'est surtout sur le texte justifié qui colle à gauche et à droite de la colonne que ça se verra. En tout cas, voilà, sachez-le, dans tous les logiciels Adobe, vous aurez un meilleur résultat si vous êtes en affichage optique. À moins qu'on vous dise dans le milieu où vous travaillez de ne pas faire comme ça, faites-le. Pourquoi est-ce qu'on pourrait vous dire de ne pas faire comme ça? Parce que ça modifie le texte de manière rétroactive, c'est-à-dire vous êtes en train de modifier une partie d'un document, il y a une faute à corriger, pas à faire, une faute à corriger. Quand on est en métrique, ça modifie la suite du document. Quand on est en optique, ça peut aussi modifier ce qui se trouve avant. Et ça, on n'aime pas. Parce que quand on fait des corrections de documents, on aime bien passer en revue le document et qu'au fur et à mesure qu'on fait les corrections,
la position des mots et des lettres ne change pas précédemment. C'est un peu lié avec la notion de composition multi-paragraphe de InDesign. Enfin voilà, la plupart du temps, voilà, c'est vraiment un très bon conseil à appliquer, crénage optique. Alors pourquoi on était là? Ah oui, on était là pour la césure, la coupure de mots. Vous allez sur la partie césure et vous allez décocher la césure. Comme ça, vous n'avez pas les mots qui sont coupés. Bien sûr, on pourrait faire en sorte que le mot savane commence ici, juste en dessous du L. C'est des choses qui sont possibles à faire en réglant par deux manières. En insérant devant le L une balise de retrait jusqu'à ce point, mais ça c'est vraiment la méthode Baraki, ou alors en modifiant ici les retraits et espacements. Alors voyons un peu dans retrait et espacement, oui. Voyons un peu, on va faire un retrait à gauche. Retrait à gauche, on va mettre 10 mm, par exemple majuscule clic sur la flèche ici, voilà. On a mis 10 mm de retrait à gauche. Puis on va peut-être faire un retrait de la première ligne négatif. Ouais, il veut pas là. Si, il veut. Ok. Moins 10, voilà. Vous voyez? Donc j'ai fait un retrait à gauche. On avait déjà fait un premier retrait à gauche par les paramètres du bloc. On avait dit qu'il y a une marge intérieure dans le bloc, c'était 7 mm. Mais ici, pour pouvoir avoir la deuxième ligne qui tombe pas juste en dessous du début de la première ligne, j'ai décalé à gauche tout le paragraphe, et la première ligne, je l'ai redécalée dans le sens inverse d'une valeur égale, quoi. Bon, c'est une manière de faire. Vous pouvez cliquer sur OK, et normalement, dans tous les titres à deux lignes, ça devrait fonctionner comme ça. Maintenant. Oui. OK. Alors, vous allez enregistrer le document. Fichier enregistré sous. On va changer le nom. Et je vous conseille de faire ça souvent. Comme ça, si vous faites une erreur créative, à un certain moment, vous aurez la version précédente du document. Vous allez dire, oui, mais on peut faire des CTRL-Z ou des commandes Z. Oui, mais si vous avez votre idée créative qui ne devait pas être là parce qu'elle est pourrie, finalement, elle vous a pris 500 opérations, les CTRL-Z, ça va vous prendre du temps. Donc, c'est intéressant d'avoir enregistré le document précédemment sous un autre nom pour rapidement récupérer, on ne sait jamais. Et également, ça régénère, chaque fois que vous enregistrez le document sous un nouveau nom, ça régénère la structure XML du document et on a moins de chances d'avoir un document qui devient corrompu. On voit encore dans les professions des gens qui travaillent pendant plusieurs semaines sur le même document. Et évidemment, il se passe ce qui doit arriver à un certain moment, c'est que le document devient corrompu et on n'arrive plus à l'ouvrir dans InDesign. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Deux solutions. On recommence tout le document, ou on fait appel à une boîte spécialisée pour réparer les documents InDesign. Ça coûte 500 000 € par document pour récupérer le document. Et il y a une boîte en Hollande qui fait ça, je pense que ça s'appelle Marksware. Voilà. Il faut savoir que, par exemple, à moins qu'ils aient corrigé ça depuis lors, mais quand on fait des magazines interactifs dans InDesign et qu'on est lié en permanence à un serveur pour pouvoir envoyer ça sur un serveur pour tester directement sur une tablette, si InDesign plante pendant que vous êtes en connexion avec le serveur, votre document est foutu. Donc ce sont des choses qui arrivent, les documents qui deviennent corrompus. Donc on va enregistrer, on va changer le nom simplement. Je vais l'appeler 115. Et vous allez l'enregistrer dans le dossier d'assemblage que vous avez téléchargé tout à l'heure. Dans un premier temps, c'est bien. On peut enregistrer comme ça dans le dossier d'assemblage, c'est pas un problème. Voilà. Bien, alors, écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant de faire des sous-titres rapidement avec les styles de sous-titres, les styles titres de second niveau. Sur la page 22, vous êtes toujours sur la page 22, pas de problème. Bon, ce que vous allez faire, c'est que on va utiliser bêtement le texte en faux latin qui se trouve là, le lorem ipsum. On va bêtement l'utiliser pour faire rapidement des sous-titres. Bon, je vous montre rapidement la procédure, vous allez tester ça après.
Je vais juste prendre la première ligne ici, faire un command X pour couper. Peut-être remplacer ici par une majuscule. Je me mets au début. Et je colle. Ah oui, donc, excusez-moi, la procédure est un peu foireuse parce qu'il n'y avait pas besoin finalement, dans ce cas-là. C'est quand c'est du vrai texte que je procède comme ça. Ici, vous allez simplement faire ceci. Vous allez vous mettre à un certain moment, après le début de paragraphe, vous vous mettez à un certain moment à la fin d'un mot. Vous enfoncez juste la touche retour chariot sur le clavier, la grosse touche au milieu du clavier. Voilà, vous avez fait un paragraphe et il faut peut-être aller modifier ici le début. C'est du faux texte de toute façon. Voilà, vous créez donc des sous-titres rapidement à 2-3 endroits sur cette page. Je recommence ici. Je me mets ici à la fin d'un mot, j'enfonce la touche Entrée. Je vais juste mettre une majuscule ici. Voilà. Donc, des sous-titres. Bien sûr, je vais leur donner l'aspect de sous-titres. Alors, petite parenthèse ici, remarquez, je suis en train de travailler dans du texte. Et malgré tout, j'arrive à utiliser le raccourci clavier pour prendre la main et bouger sur mon écran. Comment ? Mais c'est pas la barre d'espacement qui est normalement le raccourci pour la main, c'est la touche Alt. La touche Alt, quand on est en train de modifier du texte, sert à appeler temporairement la main pour pouvoir bouger sur l'écran ce qu'on est en train de faire. Donc, bonne astuce. Voilà, vous avez ici fait 2-3 sous-titres. On est d'accord, oui. Je vais aller maintenant dans la palette texte, style de paragraphe. Et je vais appliquer rapidement les sous-titres. Je n'ai pas associé au style titre de second niveau, je ne lui ai pas associé un raccourci clavier. Techniquement, il est possible de le faire. On peut dire, tiens, il y a un raccourci clavier pour ça. Même sans avoir la palette affichée sur l'écran, je peux appliquer. Non, ici, je ne l'ai pas fait, donc je suis obligé d'aller cliquer dans le sous-titre, cliquer sur titre de second niveau, et voilà. Alors, c'est pas génial au niveau design nécessairement, mais ça peut être changé après, c'est le principe. Il suffit de modifier le style et ça modifiera dans tout le document. Que ce soit la police ou la dimension ou quoi que ce soit. Ok, c'est bien. Remarquez qu'on a ici utilisé une police bâton sans empattement pour les sous-titres, alors que pour le corps du texte, le texte principal du document, c'est une police avec bâton. Une police à empattement. Une police à empattement, je veux dire. C'est pas une police bâton, c'est une police à empattement. Donc police bâton ici, police à empattement ici. C'est pas interdit de mélanger comme ça deux sortes de polices. Les puristes vont dire, vous pouvez le faire, mais il faut que ce soit le même typographe qui ait créé les deux polices. On va pas aller jusque-là. Ok, ça marche. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Finalement, un document comme ça, il suffit de peu de choses, hein, finalement. Bon, il y a plusieurs problèmes ici que vous n'avez peut-être pas chez vous parce que vous n'avez peut-être pas pris le même nombre de mots pour faire vos sous-titres, mais c'est pas grave. Je vais montrer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai un problème ici, c'est qu'il y a un paragraphe qui commence là et qui termine au bloc suivant. C'est foireux. Voyons comment on pourrait arriver à modifier ça. Donc, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Ce que je vais faire là maintenant, vous pouvez faire malgré tout, comme ça vous allez régler votre document pour qu'il n'y ait jamais comme ça un paragraphe qui soit coupé, où on retrouve un bout de ligne d'un côté ou de l'autre. Ouais, celui-ci est tellement court qu'on retrouve un bout de ligne de chaque côté, c'est foireux. Donc cliquez à côté de la page, allez double-cliquer sur corps du texte, c'est le style qui est appliqué au texte dans le document. Et alors dans les options d'enchaînement, ici, options d'enchaînement, vous allez pouvoir régler en quelque sorte l'automatisation de la mise en page pour tout le document. On coche ligne solidaire. On ne veut pas que toutes les lignes du paragraphe se retrouvent systématiquement, nécessairement dans une colonne ou l'autre, dans un bloc ou l'autre, mais en tout cas on veut qu'il n'y en ait pas une qui se retrouve toute seule. Et donc c'est pas ceci qu'il faut cocher, c'est ceci qui était déjà coché. Et vous décidez, tiens, je veux au minimum 3 lignes au début du paragraphe, quand il est en fin de colonne, au minimum 3 lignes à la fin du paragraphe, donc je répète, au minimum 3 lignes au début du paragraphe quand il est en fin de colonne, ou en fin de bloc, et au minimum 3 lignes à la fin du paragraphe quand il est en début de colonne ou de bloc. Enfin, vous voyez le principe, en faisant ça, normalement, ça se voit déjà quand on coche et qu'on décoche la case aperçue ici, on voit que le problème est réglé.
Donc tout ça pour vous faire découvrir qu'il existe des automatismes dans InDesign pour que la mise en page fonctionne un peu toute seule bien. Ici, on a dit minimum 3 lignes toutes seules en début ou en fin de paragraphe. Ok. Autre problème que je vois ici, qui n'est pas nécessairement un problème. Ceci, vous connaissez? Jamais vu ça? Un I, ligature, il y en a qui connaissent. C'est bien. T'es allé dans quelle école? À Sainte-Marie. Ah, J'ai appris en lisant un livre. Hein? J'ai appris en lisant un livre sur la typographie. Ah, tu as appris en lisant un livre? Il y a des jeunes qui lisent des livres? Ah, c'est pareil. Mais mince! J'ai bien fait de venir aujourd'hui. C'est bien. Excellent. Non, non, je sais. Je me moque. Je suis moqueur, ne vous inquiétez pas. Ne sortez pas les pierres tout de suite. Ok, donc, oui, les ligatures. Les ligatures, on va les désactiver aussi tant qu'on y est. On va aller double-cliquer sur corps du texte et on va aller dans les formats de caractères de base ou avancé. Format de caractère de base, ici, on va les désactiver ligatures. Et normalement, donc, quand on a des I qui suivent des F comme ça, ils ne seront pas liés. Est-ce que je suis sur le bon? Ah, mais non, c'est un sous-titre, ça. Ok, j'étais en train de modifier corps du texte, idiot. Il faut me le dire. Hein. Donc, c'est dans titre de second niveau, en fait. C'était ça, dans titre de second niveau. Je pourrais le faire aussi dans les titres principaux, bien sûr, aussi. C'est donc dans le style de paragraphe, titre de second niveau, format de caractère de base. On va désactiver les ligatures. Et voilà, on a un beau petit I bien formé. Bien. Bon, ça, c'est une question de choix. C'est si on veut ou pas. Bien, je double-clique sur la main dans la palette des outils. C'est pour mettre le document plein écran. C'est comme ça dans tous les logiciels Adobe. Double-clic sur la main. Enfin, en tout cas, dans Photoshop et Illustrator, vous aurez la même chose. Voilà. Alors, les sous-titres, on va faire en sorte qu'ils soient numérotés. On va peut-être enregistrer le document avant, on ne sait jamais. On va enregistrer sous. Voilà, je vais changer juste légèrement le nom ici. Voilà, les sous-titres, on va également leur mettre une numérotation. Donc, on clique à côté de tout et on va les modifier. Les paramètres de sous-titres. Alors, numérotation des sous-titres. Vous avez cliqué à côté de tout. On va aller chercher le style de paragraphe à nouveau des sous-titres. Titre de second niveau. Et on va aller enclencher dans plus une numérotation. On va aller enclencher le fait qu'ils sont numérotés, donc type de liste, numéro. Voilà. Ok, donc ils ont des numéros. Donc ce qui serait intéressant ici, et je suppose que ça marche chez vous comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez des numéros qui sont apparus, vous avez la case aperçue qui est cochée là quand vous êtes en train de modifier le style, donc vous voyez. Donc on a le numéro ici, c'est ça que ça indique, la balise ici, le numéro suivi d'un point, suivi d'un signe de tabulation. C'est bien ce qu'on voit ici, le numéro suivi d'un point, suivi d'une tabulation. Alors voilà, un truc qui pourrait être intéressant, c'est qu'on ait les numéros en deux parties. Une partie qui reprend ici le numéro du titre principal, et puis le vrai numéro du sous-titre. Donc ceci devrait être 5.1, suivant devrait être 5.2, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça se voit souvent, ça, ce genre de choses. Eh bien, on va faire ça. Donc à cet endroit-ci, vous pouvez effacer tout. Et on va insérer à la place, ici, c'est vraiment la description de la construction de la manière dont le numéro se fait. Hein. On va aller insérer ici une balise d'emplacement de numéro et on va insérer d'abord le niveau 1. Est-ce qu'on a indiqué que c'est le niveau 2, ceci? Ben non, on n'a même pas indiqué que c'est le niveau 2. Parce que le niveau 1, c'est les grands titres. Oui, j'ai oublié ça. Il faut indiquer ici, d'abord, que les sous-titres, c'est le niveau de numérotation 2. Si j'oublie un truc, il faut me le dire, hein, ça m'arrive. Hein. Je fatigue. Donc, voilà. Vous avez fait ça, vous avez indiqué que c'est le numéro 2. Ok, bon. Là, je clique bêtement sur OK, je reviens dedans. C'est juste pour marquer déjà ce que je viens de faire pour ne pas que ce ne soit pas perdu. Plus une numérotation. Donc, niveau 2 pour les titres de second niveau.
Et ici, insérer une balise d'emplacement numéro. On va commencer par le numéro 1. Voilà, le niveau 1. Le niveau 1. Je mets un point, et puis je vais mettre le niveau 2. Niveau 2, voilà. Et normalement, on devrait... oui, je vais mettre un point après, ce serait pas plus mal aussi, et peut-être même un espace, voilà. D'accord? Et normalement, on devrait voir derrière. Je coche et je décoche la case aperçue, ou alors il faut que je quitte la boîte ici pour que ça se mette à jour. Le cartouche, je veux dire, avec la touche tabulation. Mais bon, ici, cocher et décocher aperçu, ça va. Et voilà, on a les numéros en deux parties. 1.1, 1.2, mais ça devrait être 5.1, 5.2. Alors on a ici un document qui n'est pas en flux continu. Les blocs contiennent des titres et des sous-titres, mais ils sont indépendants, les blocs, ils ne sont pas nécessairement chaînés. Mais ils ont un ordre d'apparition dans le document, ces blocs, au fur et à mesure que les pages arrivent. Bon, et alors, il faut savoir que les titres ici de premier niveau, les grands titres, ils font partie d'une liste. Eh bien, les titres de second niveau, on va également indiquer qu'ils font partie de cette liste numéro des grands titres. C'est peut-être pas la meilleure manière d'appeler ça. Ok. En fait, quand on travaille avec des blocs séparés dans InDesign, et non pas un texte en flux continu, mais ici on travaille avec des blocs séparés, eh bien, on a parfois ce genre de choses qui arrivent quand les blocs n'ont pas été créés dans le bon ordre. Donc je pense qu'en faisant ceci, ça va régler le problème. Vous êtes sur la page 22, vous allez activer le bloc de gauche avec la flèche noire. Vous allez activer également le bloc de droite avec la flèche noire et la touche majuscule. Donc vous avez activé les deux blocs. Vous allez faire un commande X pour couper et envoyer dans le presse-papier. Je vous renvoie à vos cours d'informatique si vous ne savez pas ce que c'est le presse-papier. Sait-on jamais. Commande X. Édition coupée, quoi. On va les recoller exactement au même endroit. Vous allez faire édition, coller sur place. Parce que si vous faites coller comme ceci, regardez ce qui se passe, coller, ben il se colle au milieu de la fenêtre. C'est pas bon. Donc édition, coller tout simplement, ça ne va pas. Il faut faire édition, coller sur place. Comme ça, ils vont aller là où ils étaient quand on les a coupés. Édition, coller sur place. Et normalement... votre numérotation est maintenant correcte. D'accord? Donc, à la place de 4.5, 4.6, on a 5.1, 5.2. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc, le problème est réglé.